Bonjour, je suis Sylvie Vercher, conceptrice et rédactrice de l'Oracle des gardiennes des mythes, paru aux éditions Végatre et Daniel. Les cartes sont de Crystal Art Fantasy et dans cette capsule, je suis venue vous parler de Daphné, la femme laurier. Alors pourquoi lire les mythes de la même manière que nous lisons les rêves, c'est-à-dire en plaquant à l'image, euh, parce que ça nous permet de lire le schéma de l'archétype sans être complètement induit par la culture dans laquelle nous avons été éduqués, dans laquelle nous baignons, quoi qu'on en dise, hein, et en l'occurrence pour nous c'est quand même toujours le patriarcat. C'est-à-dire qu'on va regarder l'image comme si nous ne connaissions absolument rien d'elle, comme nous faisons avec les rêves, hein, ces rêves qui émergent des profondeurs de la psyché, de la nature de la psyché, hein, comme disait Jung, et on va donc tourner autour et l'image va dire ce qu'elle a à dire tout simplement. C'est-à-dire que si nous voyons un masculin qui court après un féminin qui lui s'échappe parce qu'il a peur et qu'il ne veut pas, l'image voudra dire qu'il s'agit d'un masculin qui court après un féminin qui s'échappe parce qu'il ne veut pas. Une fois que cette lecture sera acquise, on pourra à ce moment-là faire des associations et des amplifications et des analogies, voire des comparaisons, et ça nous donnera donc des clés de lecture. C'est en fait c'est de cette manière que je vous propose de lire les mythes, parce que après avoir analysé des rêves pendant des années et des années, il m'a semblé vraiment intéressant de regarder les mythes sous cet angle pour suivre les modifications, les chemins, les évolutions de l'archétype. Et donc c'est de cette manière que je vous propose de regarder dans cette capsule le mythe de Apollon et Daphné, qui, vous allez voir, se révèle complètement différent de tout ce qu'on a pu lui appliquer jusqu'à présent. Le mythe d'Apollon et de Daphné commence par la rencontre, par un échange entre Apollon et Cupidon. Apollon dit à Cupidon, que fais-tu, enfant délicat, avec ces armes puissantes? Et moi, ma première réaction, c'est de me dire, mais il se prend pour qui cet Apollon? Parce que nous devons savoir que Cupidon, chez les Romains, c'est peut-être ce petit angelot enfantin avec son petit arc et sa petite flèche, mais à l'origine, il s'agit bien du dieu Eros, qui est un dieu magistral, un dieu très important. Il participe à la création et il est dit que tous les dieux ont peur d'Eros. Donc il y a quelque chose ici qui ne va pas. Pourquoi il se moque de lui? Parce qu'en fait, il se moque de lui, il le dévalorise. Pour lui, la relation d'amour, c'est une histoire d'enfantillage. Mais en réalité, il rajoute aussi cette histoire d'armes, c'est-à-dire que non seulement c'est des enfantillages, mais dans la relation, il y a une histoire de combat et de conflit. Donc ça peut pas convenir à Eros. C'est pas possible qu'il laisse passer le truc. Donc il va faire expérimenter la relation à Apollon et donc à son féminin, celui qui est en face. Et ici, il s'agira de Daphné. Donc pour ce faire, il va les frapper de flèches, il va frapper Apollon d'une flèche en or et Daphné d'une flèche en plomb. Alors l'or, c'est un matériau très noble, très beau, qui est relié au solaire, à la richesse intérieure et la richesse extérieure, mais c'est aussi un matériau qui est trop de prétention, trop de fierté, trop de velléité, trop de royauté, trop de masculin. Donc ici, on arrive dans le schéma du trop de masculin, c'est-à-dire qu'il va y avoir la déviance vers l'agressivité et la violence. De son côté, Daphné, donc s'il y a trop d'eux quelque chose quelque part, dans l'élément qui est en face, il va y avoir pas assez d'eux. Et donc Daphné, elle va être frappée de cette flèche de plomb. Et il est dit dans Physica, le livre des subtilités des créatures divines de Hildegard de Bingen, que le plomb est froid et blesserait l'homme si celui-ci en introduisait dans son corps de quelque manière que ce soit. Et il le ferait à cause du froid qu'il contient et aussi parce qu'il est parfois indigeste et provoque le renvoi et l'élimination des autres minéraux. On voit bien dans quel état se trouve le féminin face à ce masculin qui est trop d'or, qui se prend pour
au-dessus du roi Eros, du dieu Eros qui se moque de lui. Donc ce féminin, il est comme mort en fait. Il rejette toute idée de relation, il renvoie, il élimine tous les autres minéraux. Donc on voit bien ici, dès le début du mythe, que le drame, il est provoqué par une moquerie d'Apollon envers ce dieu de la relation amoureuse, puisque Eros n'est pas le dieu de l'amour, hein, c'est le dieu de la relation amoureuse. Le divin de l'amour, c'est Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et de la beauté, et elle est toujours accompagnée de Eros, donc la relation amoureuse. Il y a aussi Hyméros, qui est le désir, et parfois il y a Pothos, qui est la passion. Donc, on est vraiment dans ce schéma d'un masculin qui se moque complètement de la relation amoureuse et voire qui la considère que comme une histoire de combat. Et donc ça va générer une relation très déviante et très conflictuelle. Le moins qu'on puisse dire quand on regarde toutes les peintures, tous les dessins qui ont été proposés de l'histoire d'Apollon et Daphné, c'est que il ne s'agit pas d'une histoire très sympathique, hein, d'une relation très agréable. À aucun moment il n'est question de séduction réciproque. C'est tout le temps un masculin qui poursuit un féminin de ses assiduités, qui ne tient absolument pas compte de ses propres, de ce qu'elle peut dire, de ses propres désirs, hein. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de parole. Et c'est tellement vrai qu'à un moment donné, Apollon lui dit, Nymphe, fille de Pénée, je t'en prie, reste. Ce n'est pas un ennemi qui te poursuit. On est dans l'entourloupe ici, c'est-à-dire je te poursuis, hein, même si t'as pas envie, je te poursuis, mais je suis pas ton ennemi en fait. On est vraiment dans l'animus négatif qui entourloupe et qui fait croire que c'est tout à fait normal que le masculin se permette de poursuivre comme ça le féminin sans tenir compte du fait qu'elle puisse dire non, j'ai pas envie, et de respecter ce non, par exemple. Donc ça, c'est très parlant par rapport à des choses que l'on connaît depuis un certain temps. Et c'est confirmé que ce masculin qui s'est mis en place à ce moment-là, il n'est pas très bénéfique, puisque arrivée en bout de course, Daphné, elle sait plus quoi faire, elle est complètement paniquée et elle appelle son père au secours. Et son père, c'est Zeus. Zeus, c'est le roi des dieux, mais c'est aussi le roi des violeurs, hein. Et ce père, qu'est-ce qu'il trouve à faire, hein? C'est juste de la transformer en laurier. Alors c'est quand même un peu étrange, parce qu'en fait, il est en train de la transformer en plante verte, hein, alors que c'est le roi des dieux, il a tous les pouvoirs, il pourrait très bien, je ne sais pas, se retourner vers Apollon, lui dire, dis donc mon petit gars, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de déconner? Ou alors il pourrait très bien amener Daphné ailleurs, dans un endroit où elle pourrait rencontrer d'autres types de masculins. Donc ici, ça prouve qu'il adhère à ce schéma de l'animus du masculin, à ce schéma patriarcal. Il est tout à fait d'accord, en fait, hein, il la transforme en plante, et c'est vraiment une image que nous connaissons, puisque pendant très longtemps, nous avons appelé ces femmes qui servaient à faire joli à la télé des potiches, hein, des potiches, c'est-à-dire des plantes vertes dans des pots. Bien entendu, nous devons nous arrêter un instant sur le laurier, qui est une plante très célèbre en mythologie et dans nos plats cuisinés, mais c'est une plante qui est connue pour soigner la peau et les cheveux. Alors la peau, c'est quelque chose qui a à voir avec la relation, puisque c'est de l'ordre du toucher, toucher l'autre, hein. Donc ici, ce laurier, il va nous donner tout un tas de clés sur les possibilités de comment dire, de guérison de la problématique. Si on passe déjà par la peau, c'est changer quelque chose dans cette relation à l'autre, dans cet élément qui est entre nous et l'autre. Et les cheveux, ça représente tout ce qui émerge de la tête, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la pensée, de la réflexion et, de, et du discernement, c'est-à-dire que c'est une fonction masculine de l'ordre de l'animus, hein. Et donc on voit bien ici, dès le début du mythe, qu'il y a un problème avec ce masculin, avec cet animus, qui se moque complètement de la relation d'amour, parce que pour lui c'est des enfantillages, voire quelque chose qui est de l'ordre du combat. Mais le laurier, il est aussi connu pour soigner la bouche. Et ça nous dit vraiment quelque chose de très précis, puisque la bouche, ça nous sert à parler. Donc ça, c'est une clé. C'est-à-dire que si elle pouvait parler,
Mais un laurier, ça parle pas, hein. Une femme, ça parle, mais un laurier, ça ne parle pas. C'est-à-dire qu'on lui donne pas la possibilité de parler, ou même si elle parle, on l'écoutera pas. Mais si cette bouche, elle était guérie, et écoutez, à ce moment-là, Daphné pourrait très bien dire soit non, non, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, et que ce désir soit respecté, ou elle pourrait dire écoute, moi je veux bien une relation, mais dans cette relation, je veux pas être juste une plante verte, hein, je veux pas juste te faire jolie dans ton paysage et être juste un petit moment de plaisir qui ne va que dans un sens. Mais ça pourrait aussi changer le verbe d'Apollon, qui pourrait dire autre chose que des entourloupes. Je ne suis pas ton ennemi, je te poursuis, mais je ne suis pas ton ennemi, hein. Ils pourraient être rentrés tous les deux dans une phase donc de séduction, ou en tout cas de se mettre d'accord si c'est oui ou si c'est non, et si c'est oui, de quelle manière, hein. Euh, le laurier, c'est aussi une plante qui est censée donner la force et le courage. Alors ici, on peut le voir sous deux angles. C'est que d'une part, hein, Daphné, elle va acquérir cette force et ce courage de supporter, parce que ici on voit elle ne peut que subir. Elle est plus qu'une plante. Elle n'a pas de bras, elle n'a pas de jambes pour se défendre, et elle n'a pas de bouche non plus, hein. Donc elle va supporter avec force et courage. Mais on peut le voir aussi sous l'angle que pour revenir à une vraie relation dans lequel on échange à égalité, dans lequel on parle avec la bouche, ça demande beaucoup de force et de courage, ce qui est réellement vrai quand si on transpose dans la vie et dans les relations des êtres humains. C'est très compliqué de dire ses sentiments, ses désirs, ses émotions dans leur réalité sans entourloupe. Donc il nous faut de la force et du courage. Donc le laurier, il détient comme ça pour nous pas mal de clés qui pourraient dissoudre la problématique. Malgré tous ces possibles, bah, ça ne marche pas, parce que dans certaines versions du mythe, il est raconté que Daphné, quand elle est sous forme de laurier, elle accueille Apollon, c'est-à-dire elle le serre contre son cœur de plante, elle le prend dans ses branches, c'est-à-dire que ce féminin, bah, il a baissé les bras, qu'il n'a pas d'ailleurs, mais il accepte, hein, cette condition-là de plante, hein. Il accepte ce masculin qui est plutôt dans une dynamique de vouloir posséder, de vouloir être supérieur, hein. Il est tout à fait d'accord avec ça. Et donc là, on rentre vraiment dans un schéma de relation du masculin-féminin tel qu'on le connaît dans le patriarcat, avec ce masculin qui considère qu'il peut posséder les femmes tant sur le plan de la chair, selon son bon vouloir, hein, mais c'est aussi sur le plan psychique où ce masculin, il ne va pas tenir compte, il ne va pas respecter les fonctions féminines. Et donc ça va encore plus loin, puisque on voit que ça ne marche pas, parce que ce laurier, au lieu de permettre de réapprendre à parler, à échanger avec cette bouche qui serait guérie, hein, parler avec courage et avec force, eh bien Apollon, il va le mettre sur sa tête en couronne de vainqueur. Et ça, sur le plan symbolique, c'est très parlant. C'est un petit peu comme s'il portait un trophée. Le féminin, c'est mon trophée. Je suis le vainqueur, j'ai gagné, le féminin, il a accepté. Donc là, on est vraiment rentré dans l'ère du patriarcat, et il semble qu'il n'y ait pas tellement de solutions. Il va falloir d'autres énergies pour venir en aide à ce féminin qui va se balader sous forme de laurier sur la tête des vainqueurs qui ont toujours raison. Ce serait complètement différent si, à la fin du mythe, Daphné était figurée sous forme de féminin, c'est-à-dire de femme avec des couronnes de fleurs et de lauriers aussi sur sa tête. Et à ce moment-là, Apollon pourrait aussi porter des couronnes de laurier, mais il serait dans un face-à-face, dans une égalité telle qu'on peut la voir, hein, dans le mythe de Ariane et Dionysos, où on les voit tout le temps représentés ensemble, de même hauteur, dans un face-à-face, ils se regardent, ils boivent à la même coupe, ils échangent des tiges végétales, etc. Donc on voit que c'est complètement différent, et que bah, ici le masculin il a gagné, et Apollon représente dans ce mythe-là en tout cas ce masculin.
Dans les rêves, si nous voyons apparaître des poursuites de ce type, d'un masculin plus ou moins agressif sur un féminin, c'est pas de très bonne augure. C'est-à-dire que la psyché n'est pas dans une dynamique de rencontre, d'union, de ce qu'on appelle aller vers le hierogamos, la psychosynthèse selon Assagioli ou l'individuation selon Jung. De la même manière, si on rêve d'un féminin, d'une femme qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, dont le féminin n'est pas déployé, ça signifie que le féminin intérieur n'est pas déployé. Donc par conséquent, ça a des répercussions directes dans notre relation avec l'autre et les autres dans la vie concrète. Il me semble que la difficulté que l'on a dans la lecture des mythes, c'est que nous les lisons avec notre cadre de référence, qui est un cadre de référence patriarcal. Le mythe, il nous dit pas que c'est bien la manière dont se comporte Apollon. Il ne dit pas que c'est bien que Daphné se transforme en laurier. Hein, nous, on va essayer, parce que c'est insoutenable pour nous d'accepter, de prendre conscience de ce qui se passe réellement, de ce qui s'est réellement passé dans l'histoire humaine, et donc qui a imprégné l'inconscient collectif entre le masculin et le féminin. Donc plutôt que de prendre conscience et de dire ok c'est ça et maintenant qu'est-ce que je fais, on va trouver tout un tas d'autres symboliques et d'entourloupe encore une fois pour pas regarder tout ça en face. Hein. Euh, c'est assez rigolo aussi de savoir que dans les séances de thérapie, quand on travaille sur soi-même, hein, dans le monde psychique, hein, le travail essentiel, c'est de mettre en relation les différentes fonctions et de les faire se rencontrer, de les faire se parler en quelque sorte. Donc on retrouve cette histoire de ce laurier qui ne peut pas parler, qui n'est pas écouté, mais qui est quand même une plante qui permet de soigner la bouche. On voit bien que la solution, elle aurait pu être là. Ce mythe, il nous dit très clairement que l'origine du problème, c'est de ne pas prendre au sérieux la relation d'amour, de s'en moquer, de se moquer du dieu Eros, de dire que c'est un truc enfantin, des enfantillages, des trucs de nana, et de le considérer, voire pourquoi pas, comme une joute d'armes, comme un conflit, comme une bagarre. Et on connaît très bien ces mécanismes-là, tant sur le plan physique, avec cette culture du viol que nous connaissons, qui est plus ou moins validée par la psyché humaine. Hein, c'est normal, ça fait partie du paysage. Hein, et, mais c'est aussi sur le plan psychique concrètement, puisque le masculin psychique considère le féminin psychique comme une plante. Hein, on n'écoute pas son féminin intérieur et on ne considère pas le féminin dans l'autre comme quelque chose qui a suffisamment de valeur pour être écouté. En fait, ce mythe, il nous propose de revenir à Eros et d'arrêter de nous moquer de lui. Donc c'est un tout petit schéma mythique, mais il est quand même vraiment très très important. Voyons voir ce que pourrait dire le tirage de la carte de Daphné dans un tirage de l'oracle des gardiennes des mythes, avec un questionnement sur un conflit amoureux. Et juste pour explorer les choses, je vous propose de faire ce tirage comme si c'était un homme qui faisait le tirage face à un conflit amoureux. Alors voyons quelles sont les cartes qui vont émerger. Nous avons Bastet, nous avons Daphné, nous avons Artémis et nous avons Baba Yaga. C'est-à-dire que l'homme en question, dans sa personnalité, il y a une aspiration de son âme, de son anima, d'exister, de s'incarner, d'être là, qui demande à être face à ce conflit. C'est-à-dire on a cette déesse Bastet qui est une déesse merveilleuse de l'érotisme, de la sensualité, de toute la douceur, de la maternité aussi, avec toute la chaleur que ça peut représenter quand elle est bien lunée en quelque sorte. Mais ici donc c'est Bastet, hein, c'est pas Sekhmet. Et en face il y a donc cette fameuse Daphné. Ça veut dire que ce masculin, dans son être intérieur, il a cette aspiration à se connecter à ce féminin intérieur qui est vraiment, qui représente vraiment des fonctions féminines par excellence, mais on voit que le contexte, hein, c'est-à-dire cet inconscient collectif dans lequel il a grandi, ce qui lui a été proposé comme schéma, c'est que le féminin, c'est une plante verte. C'est juste là pour faire joli,
pour prendre du plaisir, pour agrémenter, mais ça n'a pas plus d'importance que ça, puisqu'à tout moment, on peut prendre la fleur et la mettre à la poubelle. Donc ici, c'est ce qui lui est proposé. Donc on pourrait identifier que ça génère un conflit à l'intérieur de sa psyché dont il est conscient ou pas d'ailleurs, hein. À l'origine de la question, on a un féminin flamboyant avec cet Artémis, qui est un féminin en accord avec son animus, par son arc, hein, c'est-à-dire qu'Artémis, tout ce qui peut porter préjudice au féminin, bah, elle prend son arc, elle vise, elle tire et elle tue. C'est-à-dire que l'énergie qui est mise en mouvement par rapport à ce conflit, c'est un besoin du féminin intérieur de l'homme qui tirerait ses cartes, de réajuster la relation entre le masculin et le féminin. Donc il s'agit de ses fonctions intérieures de masculin et d'anima, mais du coup, ça se reflète dans sa relation avec l'autre. Donc là, il y a un travail à faire, une initiation à faire pour retrouver un féminin différent qu'une plante verte qui lui a été inculquée par l'inconscient collectif. C'est confirmé par la réponse directe qui est Baba Yaga, puisque Baba Yaga, donc c'est une déesse qui est souvent représentée comme une vieille sorcière, mais des fois comme une jeune femme. Et sa particularité, c'est de poser des questions, surtout aux petits garçons, et s'ils répondent pas bien, elle veut les bouffer. Donc là, on a une énergie aussi féminine qui va à l'encontre du masculin et qui tente de le modifier, de le régénérer autrement. C'est-à-dire, elle va laisser vivre que les masculins qui sont capables de bien répondre, c'est-à-dire bien discerner, avec des pensées claires, des analyses très claires. Donc ici, le jeu invite à ce féminin intérieur, cet anima intérieur, elle demande à vivre, même si c'est pas en accord avec la perception du monde et du féminin qui a été inculquée, mais pour pouvoir y parvenir, il va falloir travailler sur la fonction masculine, sur le mode du discernement, c'est-à-dire peut-être regarder le féminin autrement. C'est autre chose qu'une plante verte, c'est-à-dire que c'est une énergie, une fonction qui est capable de tout un tas de choses, mais en particulier qui aspire aussi à s'incarner. Et ici, ce serait une attente de s'incarner dans la relation. Qu'avons-nous au centre? Eh bien, nous avons Aphrodite, hein, donc voilà, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que l'homme qui tire ce tirage, ben, il est amoureux. Il est possédé par il est chevauché par l'archétype d'Aphrodite, hein, qui représente la beauté et l'amour, c'est-à-dire la beauté de l'amour. Et c'est cet amour en lui qui le pousse à ce besoin de se reconnecter à une anima positive, de quitter le père, c'est-à-dire les éléments psychiques qui lui ont été inculqués par le contexte extérieur, et donc il doit passer par une initiation, une modification de ses perceptions. C'est un très beau jeu, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail ici. Peut-être est-il temps pour nous d'arrêter de célébrer et de sacraliser un masculin qui veut toujours avoir le dernier mot et qui veut toujours tout décider, y compris que le féminin ne puisse ni marcher, ni saisir et surtout pas parler. Un masculin qui coupe toutes les communications. Peut-être est-il temps pour nous d'arrêter de célébrer, de sacraliser un féminin qui, tout en étant très beau, ne peut ni marcher, ni saisir et encore moins parler. Peut-être est-il temps de commencer par leur permettre de communiquer entre eux, mais de communiquer vraiment, c'est-à-dire dans une vraie relation, dans la profondeur. À ce moment-là, ils pourront tous les deux porter des couronnes à égalité. Apollon pourra se saisir de la couronne de Daphné et la lancer dans le ciel pour sacraliser leur union, comme l'a fait Dionysos. Ce mythe est en train de nous dire, mais arrêtez de vous moquer de la relation d'amour. Tant que vous vous moquez de la relation d'amour et que vous la considérez comme un simple combat, un simple conflit, vous entrez systématiquement dans des relations conflictuelles, dans des déviances. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à faire.